connaissez pas cette jeune femme. Pourtant, que vous le vouliez ou non, vous vous êtes déjà fait une opinion sur elle. Au bout d'un dixième de seconde, vous saviez déjà si vous la trouviez fiable, compétente, sympathique. Car le cerveau est un instrument magique, capable d'accomplir à l'insu de votre conscience 90% de tout ce que vous faites, que vous soyez éveillé ou non. Vous croyez avoir une idée ? Sachez que votre cerveau l'a eu bien avant que vous en ayez conscience. Prenez la deuxième phrase. Tous les mots en sont déformés. Si vous déchiffrez sans difficulté ce méli-mélo de lettres, c'est parce que le cerveau les remet automatiquement dans le bon ordre. Il vous guide inconsciemment dans le chaos du quotidien moderne. Il prend des décisions avant même que vous n'ayez eu le temps de réfléchir et de peser le pour et le contre. Car le cerveau analyse les données de manière automatique. Nous sommes guidés par notre inconscient. La plupart de nos actes relèvent de lui. Les décisions que nous prenons, c'est lui qui nous les dicte. J'en viens souvent à me demander qui commande ici. Sommes-nous encore maîtres à bord? Quelle est la part de contrôle que nous exerçons vraiment? L'influence de notre inconscient s'exerce pratiquement sur tout. Les études récentes le confirment. La tendance n'est pas « on pensait que toutes ces choses étaient inconscientes, mais maintenant on découvre qu'elles sont conscientes ». Non, c'est même tout le contraire. Plus on avance dans nos recherches, plus la part du conscient diminue. La part du moi conscient dans notre tête rétrécit de plus en plus. Notre perception du monde étant lacunaire, notre cerveau reconstitue en quelque sorte les pièces manquantes. Comme ça, on peut continuer à avancer dans la vie. C'est plus simple de procéder ainsi, plutôt que d'essayer de se faire une représentation précise du monde. Notre cerveau se contente d'une estimation sommaire, parce que c'est plus rapide et qu'en général, ça fonctionne bien. Certaines personnes nous plongent sciemment dans l'illusion. Le magicien Apollo Robbins est un peu le gentleman cambrioleur de Las Vegas. Cet artiste nous rend aveugles à ce que nous voyons. Mais notre vue n'est pas concernée. C'est notre cerveau qui l'abuse. Les bons soirs, Apollo Robbins vole même la vedette à sa ville d'adoption, Las Vegas, la ville de toutes les illusions. Apollo Robbins s'est fait un nom au Caesar Palace. Un jour, il a même fait les poches d'agents secrets de l'ancien président Jimmy Carter, qui se sont retrouvés sans montre ni portefeuille. Depuis, Apollo Robbins continue à exercer ses talents sur scène et conseille parallèlement des experts en sécurité. Quel est le truc d'Apollo Robbins? Il joue comme un as avec les automatismes de notre cerveau. La magie, ça se passe dans la tête. C'est l'art de manipuler l'attention et d'en tirer profit. Si vous regardez ma main, par exemple, vous voyez qu'elle est vide. Je ne fais rien non plus avec mon autre main. Et puis soudain, il y a une pièce. Bref, votre jugement sur ma main était faussé. Ce qui caractérise l'être humain, ce sont tous ces signaux électrochimiques qui circulent dans notre tête. Notre boîte crânienne n'a pas d'ouverture, ce qui fait que pour accéder à l'information, on est obligé de passer par les organes des sens, la mémoire ou la connaissance. Et à partir de ça, on se fait une représentation, une simulation de la réalité qui nous entoure. Ce n'est pas que le monde extérieur n'existe pas, il est bel et bien là. Mais nous ne l'avons jamais habité ni même visité. Le seul endroit où nous vivons, c'est à l'intérieur de notre tête. Dès que nous ouvrons les yeux au réveil, des signaux électrochimiques restituent de manière inconsciente le monde qui nous entoure.
Notre pouvoir de décision conscient se limite le plus souvent à des sujets auxquels nous avons choisi de nous consacrer. En revanche, c'est le cerveau qui fait automatiquement et inconsciemment le tri dans la foule des perceptions. Si jamais ce jeune homme croise la femme de sa vie aujourd'hui, il ne la remarquera que si son inconscient la lui signale. Les gestes routiniers, comme se brosser les dents, sont exécutés par le cerveau sans importuner la conscience. Il la sollicite uniquement pour les choses inédites et importantes. Car il suffit que 4 à 5 informations arrivent en même temps pour que notre conscience soit débordée. Pour les plus sceptiques, l'Américain Clifford Pickover a mis au point un test implacable. Choisissez un de ces symboles et comptez le nombre de fois où il clignote. Choisissez maintenant une carte. Regardez-la attentivement et répétez-en 3 fois dans votre tête la valeur et la couleur. Ensuite, concentrez-vous à nouveau sur l'un des symboles ci-dessous et comptez le nombre de fois où il clignote. Et attention, nous avons enlevé la carte que vous aviez choisie. Pas vrai? Magique? Non. Nous avons simplement remplacé toutes les cartes. Voici les cartes d'origine. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est parce que votre mémoire vive était surmenée. Sans nous en rendre compte, nous occultons des pans entiers du monde extérieur. Tout ça parce que nous nous concentrons sur un objet ou une tâche spécifique. Trouver la tenue adéquate pour le bureau ou pour accueillir un nouveau collègue, un geste trivial à première vue. Il n'en est rien. En fait, de nombreux signaux électrochimiques sont alors activés dans notre tête. Selon certains experts, il serait capable de traiter simultanément 200 000 données de plus que notre conscience. Car notre conscience est limitée au cortex cérébral, une fine couche stratifiée qui enveloppe le reste du cerveau comme un bonnet de bain. En quelques fractions de secondes, près de 15 milliards de neurones du cortex peuvent former de nouvelles connexions. Mais il faut savoir que le feu d'artifice de nos pensées conscientes entraîne une dépense d'énergie supérieure à celle occasionnée par les muscles d'un sportif de haut niveau. Aussi, notre cerveau essaie-t-il toujours de s'en sortir sans notre conscience. Le tronc cérébral contrôle les fonctions vitales comme la respiration et la fréquence cardiaque. Le cervelet joue un rôle majeur dans la coordination des mouvements, notamment pour la marche ou la préhension. Le système limbique orchestre la ronde de nos émotions. De toute façon, notre cerveau a toujours une longueur d'avance. Car un filtre inconscient, le thalamus, décide des informations qu'il juge suffisamment nouvelles et importantes pour les partager avec notre conscience. C'est peut-être pour cette raison que nous avons aussi peu d'influence consciente sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, y compris sur notre façon de nous habiller. Avec l'aide d'Apollo Robbins et d'autres magiciens, des scientifiques cherchent à comprendre comment notre cerveau appréhende le monde. À Phoenix, aux États-Unis, ils enregistrent les plus infimes mouvements des yeux grâce à un oculomètre. Question : pourquoi les tours de magie fonctionnent-ils mieux quand la main du magicien décrit des lignes courbes plutôt que des lignes rectilignes ? Réponse : quand sa main décrit un mouvement courbe, l'œil du spectateur suit ce mouvement du début à la fin. Mais s'il repère un mouvement rectiligne, il va directement à la fin. Et il a donc plus de temps pour déceler le fameux truc. Susana Martinez-Condé et Stephen Mechnick ont décortiqué des dizaines de tours de magie. Dans nos têtes, les illusions sont la règle, et non l'exception, explique ce couple de chercheurs. Originaire de Phoenix, Magic Tony est étudiant en psychologie. Il réalise souvent des tours de magie en laboratoire. Chez les spectateurs retenus pour l'étude, le nombre de mouvements oculaires par seconde oscille entre 500 et 1000. Et pourtant, ils sont loin de voir consciemment tout ce que leur regard balaie.
car Tony détourne leur attention sur des choses sans importance, souvent en faisant mine de s'y intéresser lui-même. Car involontairement, nous regardons toujours dans la même direction que l'autre. Les magiciens utilisent souvent des petits explosifs pour détourner l'attention du public. Mais le plus souvent, ils se contentent d'attirer notre regard là où il ne se passe absolument rien, ce qui leur permet de faire autre chose ailleurs. Tony déplace la pièce avec un aimant qu'il fait glisser sous la table. Presque toute notre vie mentale est un mélange de processus conscients et inconscients qui se consolident mutuellement, notamment lorsque la motivation entre en jeu. La Bing Nursery School est une maternelle pilote de l'université Stanford près de San Francisco. Son nom est lié au fameux test du marshmallow, ou test de la guimauve, qui a eu lieu ici dans les années 70. Cet exercice, destiné à évaluer le self-control et la motivation des enfants, nous l'avons refait avec des enfants d'aujourd'hui, quitte à plonger des bambins de 4 ans dans un cruel dilemme. Dans ce jeu, il y a 2 assiettes. Regarde, j'en mets un ici et 2 là. Tu préfères 2 guimauves ou une guimauve? 2. 2 guimauves, ok. 2. Tu en veux 2, c'est ça? 2. 2, ok. On va faire la chose suivante. Je vais sortir pour terminer un petit travail. Mais tu peux m'appeler à tout moment en appuyant sur la sonnette. Si tu le fais, tu auras seulement une seule guimauve. Si tu attends que je revienne, tu auras 2 guimauves. D'accord? À tout à l'heure. Comme dans le test original, le cerveau des enfants analyse les données de manière automatique. Chacun d'entre eux développe sa propre stratégie inconsciente pour résister à la tentation. J'ai décidé que j'en veux qu'un. Ok. Tu as appuyé sur la sonnette, tu peux le manger. Nous avons une conception erronée de la volonté, qui est une attitude stoïque où l'on serre les dents pour aller jusqu'au bout de son projet. En fait, c'est la meilleure façon de le faire échouer, parce que c'est au-delà de nos forces. La solution, c'est d'appréhender l'environnement et de le transformer. La seule chose à faire, c'est de changer sa perception et de focaliser son attention sur autre chose. Les enfants qui ont passé ce test en 1970 ont aujourd'hui dépassé la quarantaine.
Au fil des années, ils ont été régulièrement consultés. Ceux qui, à l'âge de 4 ans, ont été capables d'attendre un quart d'heure, ont mieux réussi leur test d'admission à l'université. Ils gagnent aussi mieux leur vie. Ils sont plus heureux en ménage et en meilleure santé que ceux qui ont tout de suite englouti leur guimauve. Deux assiettes. Très bien. Nous avons tous terminé. Merci d'avoir joué. En réalisant certaines tâches de façon autonome, notre cerveau nous facilite la vie. Ainsi, nous pouvons manger tout en descendant les escaliers et en lisant le journal. Thé ou café ? Notre inconscient nous indique quelles sont nos préférences en matière de petit déjeuner, ce qui nous évite de réfléchir longuement à la question. En quelques fractions de secondes, il analyse une foule de données avec un degré de complexité qui dépasse de loin celui de notre pensée consciente. Et pourtant, nous ne nous rendons compte de rien, car seule la réflexion consciente nous fatigue, ce qui nous donne à penser que la raison domine le monde. Avaler des fraises au yaourt en position debout, un jeu d'enfant pour le cerveau et son activité inconsciente. Il prend aussi en charge les mouvements des pieds et des mains quand nous sommes au volant. Si nous devions en permanence être attentifs à tout, comme lors de notre première leçon de conduite, la plupart d'entre nous prendraient le train. Les accidents impliquant des cyclistes, par exemple, sont nettement plus rares dans les villes où il y a beaucoup de vélos, car il se crée un phénomène d'accoutumance et notre pilotage automatique les détecte plus facilement. Mais dès qu'un danger nouveau apparaît, les données analysées sont transférées vers notre conscience. C'est plus souple, mais aussi plus lent. Nous vivons en permanence dans le passé. Tout ce que nous percevons de façon consciente s'est passé un tiers de seconde au moins auparavant. Cela a des conséquences concrètes, par exemple, sur nos réactions dans la circulation. En fait, nous ne percevons pas ce décalage. Nous n'avons pas conscience du travail de l'inconscient. Nous avons l'impression de vivre les choses dans l'instant. Ce que nous voyons pénètre par nos pupilles sous la forme d'un faisceau lumineux. Au fond de nos globes oculaires siège la rétine dont les cellules codent l'image sous la forme d'impulsions électriques transmises au nerf optique. 50 millisecondes plus tard, ces impulsions atteignent les cellules nerveuses du thalamus, autrement dit, le gardien de la conscience. S'il y a un danger, le thalamus n'envoie pas seulement l'image au cortex visuel primaire, localisé à l'arrière du cerveau, mais aussi en parallèle à l'amygdale cérébrale, le pivot de la peur. Celle-ci déclenche aussitôt une série de gestes réflexes. Après seulement 150 millisecondes, on commence à se mouvoir sans savoir pourquoi. Car l'image dans notre tête est maintenant décortiquée par différents modules de manière inconsciente. Certains neurones spéciaux analysent les couleurs, d'autres les contours et les contrastes, avant de les comparer à notre banque d'images et de données fondée sur notre expérience. Du cortex visuel primaire à l'arrière du cerveau, jusqu'au cortex frontal. Là, tous les éléments visuels se réunissent à nouveau et sont renvoyés au cortex visuel primaire sous la forme que nous voyons de façon consciente, un enfant courant après un ballon sur la chaussée. Une image préévaluée avec une anticipation de 300 millisecondes sur le danger. C'est uniquement grâce à ce mécanisme que Martha réussit à retenir l'enfant. Si vous dressez le pouce devant vous, avec le bras bien tendu, et que vous regardez votre ongle, celui-ci représente environ 1 degré de votre champ de vision. Si vous aviez 360 pouces, il formerait un cercle autour de votre tête. Cet angle d'1 degré, c'est la taille de la fovea, la zone de la rétine où l'acuité visuelle est la meilleure. Partout ailleurs, l'acuité visuelle est bien moins bonne.
Dans la perception, notre mémoire est généralement l'organe sensoriel le plus important. Nous voyons à 99% ce qui est déjà présent dans notre mémoire. Seul 1% vient s'ajouter par l'intermédiaire des organes des sens. Notre cerveau peut falsifier l'information qui vient se projeter sur la rétine. Autrement dit, nous pouvons annuler la réalité qui nous entoure pour lui donner la forme qui convienne à ce que nous croyons. C'est très puissant. Notre monde est de plus en plus complexe. Un psychologue américain a estimé que le cerveau humain pouvait enregistrer 11 millions d'unités d'information simultanément. Mais seules 40 d'entre elles le sont de façon consciente. Quand on visite New York pour la première fois, on est rapidement épuisé. Mais à force de déambuler dans des lieux comme Times Square, nous nous repérons plus facilement. S'il en est ainsi, c'est parce que nous gérons de moins en moins d'impressions de façon consciente. Notre cerveau occulte tout ce qu'il considère comme sans importance ou déjà connu. La moitié de votre cerveau est exclusivement occupée à traiter des informations visuelles. Si l'on ne voyait pas uniquement notre pouce avec précision, mais l'ensemble de notre champ de vision en haute résolution, il faudrait que notre cerveau soit au moins 500 fois plus gros pour traiter toutes ces informations. Mais même là, notre attention continuerait à en sélectionner de petites portions. Le test suivant a été conçu par le psychologue Daniel Simon. Attention, vous allez devoir compter les passes de l'équipe en blanc. C'est parti. Combien de passes alors? Sachez que la moitié des personnes testées ne remarquent pas la présence de l'animal. Si vous ne voyez pas le gorille au pelage sombre, c'est parce que vous êtes trop concentré sur le problème à résoudre. Comptez les passes des blancs. Car notre cerveau décide sans la conscience si telle ou telle information doit être relevée ou non. Il est aussi à l'œuvre quand nous croisons celui ou celle qui pourrait devenir notre grand amour. Notre inconscient est responsable du présent. Notre conscience est capable de voyager dans le temps. Elle peut se perdre dans le passé comme se projeter dans l'avenir. Mais qui garde la boutique pendant que nous voyageons entre l'avenir et le passé? Il faut bien rester attentif et s'adapter à notre environnement. C'est le travail de l'inconscient, un système ancré dans le présent. Si nous n'avions que notre conscience, dès que nous voyagerions dans le temps, nous nous ferions percuter par une voiture, par exemple. Notre inconscient gère donc le présent à notre place, et le présent est terriblement dangereux.
J'aime bien me représenter le cerveau humain comme une tour de contrôle. Si tu veux passer devant la tour à l'insu du gardien, il faut le faire au moment où celui-ci ne prête pas attention aux images des caméras de surveillance. Dans mon travail, j'essaie de m'arranger pour que les gens ne fassent plus attention à ce que leur disent leurs yeux et leurs oreilles. Tu n'as rien dans la main à l'exception de ta montre. Non. Tu crois que je peux réussir à te la voler sans que tu le vois? Non. Ok. D'ailleurs, ce serait stupide de ma part de te le dire à l'avance. Ça ne ferait que me compliquer la tâche. Bon, quelle heure est-il? 11h03. Ok. Au lieu de voler ta montre, je vais te donner un objet que je vais te dérober. Cette pièce vaut $50. Elle est en argent. Serre le poing. Tu la sens bien? Tu penses que je pourrais réussir à la récupérer? Non. Ok, ouvre la main. Voilà, c'était trop facile. Allez, reprends la pièce. Lève un peu la main, ouvre bien la paume, regarde bien la pièce. Tu l'as vu disparaître? Elle est à nouveau sur ton épaule. On va réessayer jusqu'à ce que tu la vois. Allez, encore une fois. Serre le poing sur la pièce, mais ne tire pas sur mes doigts. C'est un autre tour. Elle est sur l'épaule. L'autre épaule. Elle n'y est pas, vraiment? Ouvre la main. Reculez un peu. Merci. Pose l'autre main bien à plat sur la première. Tu vois la pièce maintenant? Fais bien attention, c'est une question de timing. On voulait boucler l'affaire en moins de 3 minutes. Elle est entre tes mains. Tu la sens? 1, 2, tu la sens? Ouvre la main. Oh, nous avons une jolie montre à la place. On a fait ça en moins de 3 minutes. Maintenant, tu peux reprendre ta montre et tu as droit aussi aux applaudissements de tes amis. Merci. Tout le monde voit bien? On va se mettre à l'aise, ok? C'est mieux comme ça, non? Maintenant, tu serres la pièce entre tes mains. Le bouton du col est fermé. C'est ta montre, n'est-ce pas? Ça ressemble à ta montre, non? Quelle histoire! C'est bien ta montre. Comment t'appelles-tu? Dan. Dan, merci pour ce beau cadeau. Tu as été merveilleux. En fait, on t'a encore volé autre chose. Ta cravate. C'est bien la tienne, n'est-ce pas? Voilà, je te la rends. On a organisé une collecte pour te remercier de ta contribution. Ça ne serait pas ton argent? Et celle-là, je l'ai trouvée dans ta boîte à cigarettes. C'est la plus belle montre de la Terre. Elle pèse son poids. Quand on fixe une lumière brillante, puis qu'on regarde ailleurs, on continue à voir une image résiduelle. Avec le sens du toucher, c'est un peu la même chose. Apollo presse la montre contre la peau de son propriétaire juste avant de la voler. Comme ça, ce dernier a encore l'impression sensorielle de la porter, alors qu'il ne l'a déjà plus. Si l'on peut se déplacer en somnambule à travers le monde, c'est parce que chacune de nos expériences laisse une trace, et donc un souvenir. Nous allons puiser dans ces archives le jour où nous rencontrons quelqu'un pour la première fois. Parce qu'inconsciemment, nous généralisons les expériences passées que nous avons faites avec autrui.
Nous avons besoin de moins de 100 millisecondes pour nous faire une opinion sur un visage que nous n'avons jamais vu auparavant. Est-il fiable, compétent, etc. Ces jugements ne sont pas forcément exacts, mais ils ont l'avantage de se façonner très vite. Alex Todorov a confronté des volontaires à des visages qu'il ne connaissait pas. Il est arrivé à la conclusion suivante. La première impression se dessine tellement vite que la raison n'a pas le temps d'influencer la réaction. Des yeux rapprochés, un visage anguleux, sont ressentis comme agressifs. Les visages poupins sont classés dans la catégorie digne de confiance mais pas compétent. Quand la raison s'en mêle, les observateurs deviennent simplement un peu plus sûrs de leur réaction initiale. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont dans le vrai. Les autres nous jugent à partir des traits de notre visage. C'est là la grande découverte d'Alex Todorov. Même si vous n'avez pas l'intention de formuler un jugement, votre cerveau classe le visage dans telle ou telle catégorie spécifique. Ce processus se fait automatiquement. Depuis des années, des scientifiques cherchent à programmer des ordinateurs qui réaliseraient ce que nous faisons apparemment sans effort, reconnaître un visage. Ce module spécial dans le lobe temporal droit scanne les visages. Il les fait passer au crible de nos banques de données internes en quelques fractions de secondes. Ainsi, nous sommes capables de reconnaître un ami que nous n'avons pas vu depuis 10 ans, voire même une personne que nous n'avons croisée qu'une seule fois. Une condition cependant. Le visage en question doit être associé à une émotion. Plus l'émotion est forte, plus la reconnaissance se fera facilement. Nos expressions faciales sont dues à l'activation de l'un ou de plusieurs dizaines de muscles composant le visage. Si l'on passe en revue toutes les combinaisons possibles, seulement 3000 d'entre elles sont porteuses de sens. Et notre cerveau les connaît toutes. Car aux côtés du centre de reconnaissance des visages, travaille celui des mimiques, qui est chargé de capter les micro-mouvements chez l'autre puis de les interpréter. Les informations sont ensuite transmises à la zone de notre cerveau responsable de l'empathie. Nous voyons un visage et nous croyons ressentir ce que l'autre ressent. Parce que des signaux électrochimiques circulant inconsciemment nous y poussent. C'est quelque chose que nous ne pouvons ni verbaliser, ni contrôler. Un rire franc, par exemple, est déclenché par d'autres groupes de muscles qu'un rire forcé. Pourtant, nous avons le plus grand mal à faire la différence entre les deux. Ce qui n'a pas de visage est scanné par le centre de reconnaissance des objets, ici en bleu sur l'image. Chez les autistes, c'est cette zone du cerveau qui s'active en présence d'êtres humains, et non le centre de reconnaissance des mimiques en rouge. Pour eux, un visage est un banal objet, d'où une insensibilité aux émotions de leur interlocuteur. Nous autres, en revanche, nous avons parfois tendance à surinterpréter. Dans une étude, nous avons montré que l'apparence physique des candidats à une élection permet de prédire le résultat des suffrages à 70%, et ce, sur un simple coup d'œil sur une photo. Les personnes qui participaient à cette étude ignoraient qu'il s'agissait d'hommes politiques. Elles ne connaissaient pas ces visages. Henrik Ersson, de l'Institut Karolinska à Stockholm. Ce chercheur a réussi à prouver que les processus inconscients de notre cerveau peuvent nous jouer des tours. Dans son casque en 3D, la jeune femme voit son dos filmé par 2 caméras se trouvant derrière elle. Henrik Ersson effleure la volontaire avec un objet, et il approche simultanément un objet identique des caméras. C'est là que l'incroyable se produit. Toutes les personnes ayant participé à l'étude sortent de leur corps. La sensation du contact et l'image des caméras 3D derrière leur dos finissent par se confondre. Même si la conscience des volontaires leur dit qu'ils sont victimes d'une illusion, ils ne peuvent rien y changer.
C'est juste une illusion. Nous croyons à tort que nous pouvons faire confiance à notre corps. En réalité, la perception que nous avons de notre corps est une construction mentale, comme pour tout ce que nous voyons. On gravit un cran supplémentaire quand la collègue d'Henry Kerson, Valeria Petkova, fixe les caméras sur la tête d'un mannequin. On essaie maintenant de suggérer à la jeune femme que le corps masculin du mannequin qu'elle voit dans son casque en 3D est son propre corps. Plus la personne testée réagit aux effleurements, mieux l'échange de corps fonctionne. Comment vous sentez-vous? C'était vraiment désagréable? Oui, parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était mon propre corps et que vous vouliez l'entailler. On va faire une pause. Ces illusions, impossible de s'en débarrasser. Ce corps ressemble à peu près au mien, il est à peu près à la même place que le mien. Comme les effleurements vus et ressentis se produisent en même temps, votre cerveau en conclut « oui, c'est mon corps ». Il y a une hiérarchie dans les perceptions sensorielles. Les sens les plus importants sont le toucher et le sens de l'équilibre. Tous les autres sens finissent par s'y soumettre. De même, la vue prend le pas sur l'ouïe. Vous n'y croyez pas? Laissez agir sur vous l'effet McGurk. Vous allez entendre à présent deux syllabes différentes, ba et fa. Vous réussissez à faire la différence entre ces deux syllabes, car vous associez le son que vous entendez au mouvement des lèvres. Pa, 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 pa. Mais si dans un instant vous faites le va-et-vient entre la gauche et la droite de l'écran, vous allez entendre bas à gauche et autre chose à droite. Il s'agit pourtant du même son dans les deux cas, bas. Pa, 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 pa. Votre cerveau n'informe même pas votre conscience du conflit. Il le règle automatiquement. Même si vous deviez vous repasser ce film indéfiniment, vous ne verriez pas le truc d'Apollo Robbins. Et plus vous vous acharnerez, moins vous le verrez. Plus votre intérêt grandit, plus il devient facile de vous berner. Le jeu des coquilles ne fonctionne que si vous êtes impliqué émotionnellement. Si vous êtes simple spectateur et que vous dites « le petit pois est sous le numéro 2 », vous avez des chances de tomber juste. Mais si votre argent est sur la table, il y a un intérêt personnel. Et ça, je peux l'exploiter. Pas étonnant que notre premier rendez-vous galant nous mette les nerfs à vif. En quelques fractions de secondes, notre cerveau scanne une foule de détails. Finesse de la taille, rondeur des hanches, dilatation des pupilles, symétrie du visage, odeur, et vérifie ainsi si nos systèmes immunitaires sont compatibles. Les scientifiques savent aujourd'hui que nous tombons le plus souvent amoureux de personnes qui nous ressemblent. Nous aurions même tendance à choisir des partenaires dont la largeur de nez et le QI sont comparables aux nôtres. « 90% de notre communication émotionnelle est non verbale. Et plus l'autre imite nos gestes et nos expressions, plus nous tombons sous le charme. Et plus nous l'apprécions, plus nous l'imitons, jusqu'au rythme de la respiration quand nous nous parlons.
tombons amoureux, notre cerveau libère une grande quantité d'hormones. Ces hormones troublent notre perception et créent une dépendance. Ainsi, nous n'aspirons plus qu'à une chose, être avec l'autre. Contrairement à une idée communément répandue, les hommes tombent plus vite amoureux que les femmes et de manière plus durable. Mais chez les deux sexes, c'est l'inconscient qui décide, avec une bonne longueur d'avance sur notre raison. Vous regardez une femme, une partenaire potentielle, et immédiatement vous vous mettez à assimiler toutes sortes de choses. Sa façon de parler, son apparence physique. Le plus petit mouvement est intégré à des processus complexes, et à la fin, le cerveau va trancher. Acceptable, elle me plaît. C'est incroyable. Vous rencontrez quelqu'un dans le train, et une semaine plus tard, vous êtes ensemble. C'est une situation banale, du vécu pour beaucoup d'entre nous. Le lendemain de la première nuit entre deux êtres humains. Des signaux électrochimiques sont échangés dans leur cerveau de manière inconsciente, à la recherche de réponses. L'amour est le domaine dans lequel nous sommes le plus assujettis aux automatismes de notre cerveau. Ils ont des papillons dans le ventre, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent même pas encore vraiment qui est la personne avec laquelle ils viennent de se réveiller. Les décisions que nous prenons ne sont pas guidées par des pensées conscientes. Et surtout pas les décisions importantes, comme par exemple le choix d'un partenaire. On dresse une liste de pour et de contre. La liste des contre est très longue, et malgré cela, on décide de se lancer dans une relation avec telle ou telle personne. Voilà pourquoi je prétends que nous sommes gouvernés par notre inconscient. La conscience est une sorte de clap de fin qui se manifeste lorsque tout est déjà joué. Un tour de passe-passe diplomatique de notre cerveau pour nous faire croire qu'on a encore notre mot à dire. La côte ouest de l'Irlande. Une journée de travail comme les autres pour Mickey Smith, photographe de surf. Aucun ordinateur au monde ne pourra jamais faire son job, car le milieu dans lequel il travaille est en perpétuel mouvement. Les marées modifient son univers en permanence, et aucune vague ne ressemble à une autre. Ce qui aide Mickey à s'orienter dans ce monde en déferlement constant est un petit prodige que les scientifiques commencent tout juste à comprendre, l'intuition humaine. Tout comme les surfeurs qu'il photographie, Mickey ne réfléchit pas aux masses d'eau qui déferlent autour de lui. Son cerveau a mis en place des automatismes totalement inconscients, incroyablement rapides, qui calculent bien avant lui ce qui va se passer et comment ses muscles sont censés réagir. Le cerveau de Mickey a comprimé toutes les vagues qu'il a rencontrées dans sa vie dans une gigantesque banque de données.
il a un feeling indicible pour chacune d'entre elles. Un surfeur sait que si une vague arrive comme ça, alors il se passera probablement ça et ça. Nous vivons dans un monde totalement imprévisible. Et si nous devions vivre en permanence de façon pleinement consciente et concentrée, nous serions complètement dépassés par les événements. Matthias Brandt est professeur à l'université de Duisbourg-Essen. Il décrypte les messages de notre inconscient qui sous-tendent chacune de nos décisions, sans que nous nous en doutions. Dans le test dit du casino, des volontaires doivent choisir des cartes disposées sur 4 piles. Pendant ce temps, un appareil mesure les sécrétions de sueur de leur peau, des réactions de stress, comme pour un détecteur de mensonges. Le test comporte de bonnes piles, qui rapportent régulièrement de petits gains, mais aussi de mauvaises, où les pertes importantes sont fréquentes. Petit à petit, le sujet développe une sorte de prédilection pour les bonnes piles. Mais ce n'est qu'au bout de 80 cartes qu'il peut expliquer pourquoi. Son cerveau, en revanche, en sait plus que lui dès la 10e carte. Bien avant qu'il ne clique sur une mauvaise pile, Brandt enregistre des réactions de stress. Notre cerveau a donc 70 cartes d'avance sur nous. En fait, avant qu'on ait une vague intuition ou même conscience de ce qui est bon pour nous, des signaux corporels nous mettent en garde contre de mauvaises décisions. Ces signaux corporels indiquent que notre cerveau est fébrile. Ils n'émanent pas du corps. Ce sont les conséquences d'une excitation au niveau du cerveau que nous pouvons ainsi percevoir et qui peuvent influer sur nos décisions. C'est vexant de penser qu'au bout du compte, nous sommes des marionnettes entre les mains de notre inconscient. Et que quand nous changeons notre façon d'agir ou de penser, c'est uniquement parce que notre inconscient a décidé que nous devions penser ou agir autrement. Même ces pensées-là nous sont imposées par notre inconscient. Nous ignorons pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Si nos cerveaux rejouent des scènes de notre enfance, ou une publicité pour adoucissant, et tout cela alors que nous devrions être au travail depuis longtemps. Notre inconscient a souvent le dessus sur notre réflexion. Car réfléchir fatigue notre cerveau. Cette activité se limite donc à quelques centres de calcul situés dans le cortex cérébral. Une couche très fine de tissu nerveux qui gaine notre cerveau comme un bonnet de bain un peu plissé. Notre intelligence consciente est principalement localisée dans la zone frontale de notre cerveau et ne peut pas gérer plus d'une pensée ou 5 unités d'information à la fois. Le centre de décision conscient est plutôt situé au-dessus de nos yeux, dans le cortex orbitofrontal. Mais il ne décide pas tout seul. Car une autre forme d'intelligence est à l'œuvre dans notre cerveau, en dessous du cortex cérébral, l'hippocampe, qui stocke toutes nos expériences. Dans le meilleur des cas, nous nous souvenons de façon consciente de bribes de souvenirs. Une bataille de pelochon, un moment de plaisir ou une crise d'étouffement. Or, ce dont nous nous souvenons détermine ce que nous faisons. Plusieurs centres de coordination jouent un rôle décisif en la matière. Le centre de la peur et de la panique, situé dans les noyaux amygdaliens, et ses adversaires, les centres du plaisir et de la récompense. Tous échappent à notre contrôle conscient, mais ils ont toujours le premier et le dernier mot. Tels des agents secrets, logés dans nos têtes, ils analysent chaque signal extérieur avant même que nous en ayons conscience et traduisent le résultat par un sentiment. C'est exactement ce que le cerveau de Martha est en train de faire. Le cortex cérébral reçoit les informations condensées, mais il ne parvient pas à savoir d'où elles viennent. Nous sommes apparemment faits ainsi que notre conscience nie purement et simplement toutes les influences inconscientes. Notre réflexion consciente, en revanche, n'est pas à court de bonnes raisons pour justifier notre goût pour les batailles de pelochon.
Notre cerveau primaire n'a pas été jeté aux orties avec l'avènement de la conscience chez les êtres humains. La conscience est venue, pour ainsi dire, se greffer dessus. Et elle a dû apprendre à fonctionner avec notre inconscient. C'est dans la nature de l'évolution de procéder par étapes. Le nouveau cerveau n'est pas arrivé tout d'un coup. L'ancien est toujours là, et même s'il paraît archaïque, il a encore beaucoup d'influence. Nous avons fait des études scientifiques très poussées pour savoir à quelle vitesse notre cerveau arrivait à prendre des décisions complexes. Et la réponse est 230 millisecondes, donc incroyablement vite. Avant même que vous ne commenciez à réfléchir à quelque chose de façon consciente, inconscient a déjà décidé ce qui est bon ou mauvais pour vous. Vol d'entraînement des pilotes de chasse de l'escadron Richthofen dans le nord-ouest de l'Allemagne. Les jets F-4 Phantom peuvent voler à 2 fois la vitesse du son. Les pilotes sont écrasés dans leur siège par une force 9 fois supérieure à la gravité terrestre. Ces hommes doivent absolument être dotés d'antennes particulièrement sensibles aux informations véhiculées par leur inconscient. Le plus dur, c'est d'arriver à savoir ce qu'on peut encore faire avec l'avion à tel ou tel moment. Quelles sont les marges de manœuvre qu'il nous reste? Dans un combat aérien, on en arrive parfois à se demander si on peut encore abattre l'ennemi ou s'il ne vaut pas mieux se replier. Et en quelques fractions de secondes, on doit décider de faire ceci ou de ne pas faire cela. Et en fait, c'est ça le plus difficile. Le simulateur de vol de la base aérienne de Wittmund. Même les pilotes chevronnés viennent s'entraîner ici régulièrement. Car ce que nous appelons l'intuition n'est pas un don inné. Elle s'appuie en fait sur l'expérience et d'innombrables répétitions. Plus les pilotes et les officiers des systèmes d'armes simulent certains processus complexes, moins ils dépensent d'énergie pour les réaliser. Le cerveau d'un expert utilise une toute petite partie de l'énergie dépensée par celui d'un débutant, parce qu'il n'a plus besoin de penser à tout de façon consciente, ce qui, en situation de crise, le rend réceptif à des détails qui peuvent s'avérer vitaux. Vous avez peut-être remarqué ces changements, mais imaginez qu'au lieu d'être assis devant votre téléviseur, vous vous trouviez dans un avion de combat américain. Guerre d'Irak, 28 mars 2003. Les marques oranges doivent vous permettre de différencier alliés et ennemis. Mais vous allez les prendre pour des lance-roquettes ennemis, parce qu'on vous a dit et redit qu'il n'y avait pas d'alliés dans la zone de combat. Votre nom de code, Popov 36. Popov 35 vole juste à côté de vous, et dans quelques secondes, vous allez tuer un soldat britannique. On dirait qu'il y a des marquages orange. Il y a des alliés dans le secteur? Confirmation. Pas d'alliés aussi loin au nord. Ok, alors ce sont des lance-roquettes ennemis. Ce serait bien de les détruire. Vas-y. Dans le 1000. Popov 34, interrompez votre mission. On dirait que vous avez tiré sur des alliés. Putain de merde. Demande confirmation. Il y a des alliés de ce côté du canal? Merde. Putain, putain, putain. Je me sens pas bien. On l'a dans l'os. On est bon pour la tôle, mec. Bon sang, putain de merde.
Beaucoup de processus dans notre cerveau s'effectuent avec une telle rapidité qu'on n'a même pas, ne serait-ce que l'illusion de contrôler quoi que ce soit. Ces processus de calcul hyper rapides sont aussi très performants. Si notre pensée consciente était capable de trouver d'aussi bonnes solutions, on pourrait s'estimer heureux. Mais ce n'est pas parce que l'inconscient travaille très vite qu'il est irrationnel ou négligent. Dans le flot ininterrompu de données qui nous entourent, notre cerveau accomplit de véritables prouesses. Mais il commet aussi des erreurs à chaque niveau. Nous avons du mal à nous rendre compte des erreurs inconscientes, car elles nous influencent à notre insu. L'une des plus grandes sources d'erreurs vient du fait que notre cerveau est programmé pour établir constamment des connexions, même là où il n'y en a pas. C'est pour cette raison que vous comprenez ce documentaire. Parce que votre cerveau déduit de cette scène que Jake et Martha sont sortis du lit. Mais vous êtes loin de vous douter de tout ce que votre cerveau vous fait avaler. Vous avez répondu 843. Votre cerveau vous a imposé un nombre à 3 chiffres parce que juste avant, vous avez donné les 3 derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Les experts appellent ça l'effet d'amorçage, un phénomène auquel nous sommes soumis en permanence. Nous tombons amoureux de quelqu'un avec qui nous venons de vivre quelque chose de passionnant. Nous dépensons davantage d'argent lorsque juste avant une vente aux enchères, nous pensons à un chiffre élevé. Et cet effet d'amorçage peut nous frapper jusque sous la douche. Nous avons découvert que plus une personne est seule, plus elle se douche ou prend des bains souvent, plus elle aime que l'eau soit bien chaude, et plus elle reste longtemps au contact de l'eau. Ce qui signifie que les personnes seules remplacent la chaleur sociale qui leur manque par la chaleur physique. Et ce phénomène a de multiples variantes. Ça peut être un bon feu de bois dans la cheminée ou juste une boisson chaude. À Yale, John Bark démontre le pouvoir de notre inconscient grâce à des études que l'on pourrait qualifier de ludiques. Il a ainsi découvert que nous trouvons les gens plus sympathiques quand nous faisons leur connaissance autour d'une boisson chaude et qu'ils nous semblent plus froids lorsqu'on a une boisson fraîche entre les mains. John Bark est l'expert mondial de l'effet d'amorçage, ce qui ne le protège pas de ce phénomène pour autant. Personne n'est à l'abri de cet effet. Notre environnement et le passé immédiat influencent tous nos actes. Dans un monde aussi complexe que le nôtre, c'est la plupart du temps fort utile. Mais Bark a constaté qu'après un test de langage contenant les mots ride, gris ou appareil auditif, ses étudiants se dirigeaient vers l'ascenseur beaucoup plus lentement. Nous avons fait asseoir certaines personnes sur des chaises assez dures, d'autres sur des chaises rembourrées, et nous les avons laissées négocier. Celles assises sur les chaises dures ont négocié plus âprement. Elles se sont montrées moins conciliantes que celles assises sur des chaises rembourrées. Par ailleurs, les personnes qui tenaient un porte-bloc-notes avaient tendance à trouver que les candidats qu'elles devaient évaluer étaient plus sérieux. Le sentiment de bonheur que le photographe de surf Mickey Smith éprouve lorsqu'il regarde la nature est lui aussi imputable à son inconscient. Personne ne sait pourquoi nous sommes submergés par les hormones du bonheur quand nous sommes avec des dauphins, ni pourquoi traverser le rouleau d'une vague est aussi enivrant pour les surfeurs. Face aux gigantesques vagues qui s'abattent sur cette côte irlandaise, on comprend que la lumière de nos pensées n'est qu'un petit tunnel dans l'océan de notre esprit. Notre raison n'a pas beaucoup d'influence sur ce que nous sommes et ce que nous faisons. Le terme d'intuition fait en général référence à nos sentiments. On sent d'instinct qu'une chose est bonne ou mauvaise pour nous. Ces sentiments subjectifs sont extrêmement importants.
car ce sont les signaux que notre cerveau nous envoie pour nous dire si nous devons ou non faire telle ou telle chose. Que nous tombions amoureux ou que nous rattrapions une balle, nous apprenons de nos expériences. Et souvent, nous ne savons même pas ce que notre cerveau a enregistré. Quand nous rattrapons une balle, la plupart d'entre nous ne savent pas ce qu'ils font. Nous nous contentons de ressentir la balle. Sans y réfléchir, notre cerveau nous fait courir de façon à ce que notre angle de vue sur la balle soit toujours le même et que nous soyons au bon endroit pour la rattraper. Mais la règle d'or qui nous fait agir ainsi échappe à notre conscience. Admettons que nous devions coordonner de façon consciente chacun de nos mouvements lorsque nous jouons à la balle. La partie tournerait vite court, car notre cerveau brûle autant d'oxygène et de sucre que nos muscles. Lorsque notre inconscient prend le relais, nous ne savons plus pourquoi nous faisons ce que nous faisons, mais tout nous semble facile. Et c'est pour cette raison que nous avons du mal à nous écarter de nos habitudes. « 15 janvier 2009. Suite à une panne de réacteur, le vol US Airways 1549 termine sa course dans la rivière Hudson. Cet amérissage d'urgence a été décidé par Chesley Sullenberger, au détriment des consignes d'usage. C'est à l'intuition de cet ancien pilote de chasse que les 150 passagers de l'avion doivent leur vie. Le 16 juillet 1969, le monde entier se passionne pour l'une des plus grandes aventures de l'humanité, le lancement de la mission spatiale Apollo 11. Elle aurait probablement échoué sans l'intuition du commandant Neil Armstrong. L'ordinateur de bord aurait fait se poser le module lunaire dans la profondeur d'un cratère si Armstrong, lui aussi ancien pilote de chasse, n'avait décidé au dernier moment de passer en mode manuel. Sans l'inspiration d'Armstrong, le module lunaire n'aurait probablement pas pu retourner à la capsule de commandement. Mais parfois, une intuition peut aussi être mauvaise et conduire à l'échec. La créativité est un acte de rébellion. Il faut être subversif pour briser les règles et aller contre les conventions, n'est-ce pas? Déjà par définition. Quand tout le monde accepte ce que vous faites, alors vous n'êtes pas un précurseur. Vous vous contentez de reproduire des anciens modèles. Moi, si tout le monde était d'accord avec mes travaux scientifiques, je me sentirais à côté de la plaque. Je ferais mieux d'aller à la plage plutôt qu'au labo. Sydney, Australie. Patrie d'adoption du neurobiologiste new-yorkais Alan Snyder. Si vous connaissez la ville, alors ces images déclenchent dans votre cerveau toute une série d'associations. Vous ne voyez pas seulement des vues aériennes, vous voyez ce que vous connaissez. Et même si vous n'êtes jamais allé là-bas, vous pensez peut-être aux Jeux Olympiques, à Crocodile Dundee, à l'opéra ou au kangourou. Alan Snyder est spécialiste de ce qu'il appelle nos mindsets, des routines de pensée inconscientes qu'il cherche à déconnecter. Dans son laboratoire, Snyder demande à des personnes test de résoudre plusieurs équations. Pour rétablir une équation, le sujet est autorisé à déplacer une seule allumette. Chaque personne test doit résoudre 27 équations. Et à chaque fois, la solution suit le même principe, sauf pour la dernière équation. Okay, let's do another. 2 equals 10 minus
India comprend assez vite qu'elle doit toujours remplacer un 10 romain par un 5, ou inversement. Même si pour cette équation-là, la solution se fait un peu attendre. Son cerveau a déjà commencé à identifier un modèle. Mais elle va échouer à la dernière, car pour cette équation, elle doit trouver une autre solution. Problème, India est déjà aveugle à toute nouvelle idée. Keep trying, you know, what long? 6 minutes to get it. Still only one matchstick? Yep, still only one matchstick on either side of the Même après 6 minutes de réflexion, elle n'a toujours pas la solution. Selon Snyder, l'expertise entrave la créativité. Mais il a trouvé un moyen de la débloquer. C'est fascinant, non? On augmente la créativité non pas en stimulant certaines parties du cerveau, mais en les débranchant. Pendant 5 minutes, le cerveau d'India va être soumis à des impulsions électriques censées déconnecter une zone bien précise du lobe temporal gauche et en stimuler une autre dans le droit. Si tout se passe bien, India sera ensuite capable de résoudre l'équation. La grande moyenne des personnes testées s'est montrée bien plus créative après 5 minutes de ce traitement. Je pense que dans 20 ans, qu'il soit pharmaceutique, électromagnétique ou d'une autre nature encore, nous disposerons d'un mécanisme artificiel qui nous permettra de voir le monde d'un œil neuf. Et ce sera merveilleux, sur tous les plans. Pas seulement pour le progrès scientifique ou pour écrire des poèmes, mais pour se défaire des préjugés de toutes sortes. Imaginez un peu, on pourrait voir chaque personne telle qu'elle est vraiment. Pour survivre dans un monde complexe, nous avons besoin de préjugés et de routines. Comme un GPS interne, des systèmes de filtres inconscients nous guident à travers le chaos du quotidien moderne. Et lorsque nous tombons amoureux, notre cerveau met tout en œuvre pour nous empêcher de voir l'autre tel qu'il est. D'un point de vue purement scientifique, être amoureux, c'est avant tout être stressé. Dans ce cas de figure, notre amygdale s'active. Or, cet organe responsable du sentiment de peur se déclenche traditionnellement lorsqu'un danger nous menace. L'amygdale nous place en état d'alerte, d'où l'agitation ressentie quand nous sommes amoureux. Dans le même temps, l'état de panique nous rend aussi un peu aveugles, ce qui explique pourquoi nous ne voyons pas vraiment les défauts de notre partenaire. Parallèlement, les centres du circuit de la récompense réagissent eux aussi. L'endorphine, un opiacé naturel sécrété par l'hypothalamus, nous rend complètement euphoriques. Tout comme la sérotonine, produite par le tronc cérébral, et grâce à laquelle notre humeur est au beau fixe. Ce cocktail agit comme une drogue. Pendant cette phase de la relation, nous sommes comme en état de manque lorsque l'être aimé est absent. L'amour rend accro et indulgent, même quand l'homme de notre vie ne nous tend pas de petits pains. Car pendant que notre cortex cérébral et donc notre conscience barbotent dans les drogues du bonheur, l'hypothalamus ordonne la production de cortisol, l'hormone du stress, qui rétrécit notre champ de vision lorsque nous sommes menacés ou amoureux. Au tout début d'une relation amoureuse, nous sommes donc facilement manipulables, car sur le plan neurologique, nous sommes dépendants, aveugles et stressés. Et nous commençons même à nous ressembler. Grâce à la testostérone. Étonnamment, l'hypothalamus et la thyroïde réduisent la production de cette hormone sexuelle mâle chez les hommes amoureux, alors que les femmes amoureuses en produisent davantage. Nos cerveaux ne s'habituent que lentement à cette ronde hormonale. La drogue fait donc effet plusieurs semaines, voire des mois. On est comme scotchés l'un à l'autre.
Pendant cette phase, nous assurerions très certainement notre descendance, si des cerveaux humains n'avaient pas inventé la contraception. Au bout de 6 à 9 mois, l'effet d'ivresse commence à s'estomper. Mais si tout va bien, nous sommes déjà sous ocytocine, une hormone qui favorise le sentiment d'attachement. Elle est également sécrétée par la glande thyroïde pendant l'orgasme, et aussi chez les femmes qui allaitent. L'ocytocine ne génère pas de stress, mais l'empathie et le sens du sacrifice. Elle nous pousse donc inconsciemment vers une relation durable, même si notre conscience rejette catégoriquement ce genre d'idées. Hélène Fischer est professeure d'anthropologie. Elle étudie les cerveaux amoureux grâce au tomodensitométre. Elle vit à New York, mais même dans la métropole de la modernité, les êtres humains sont guidés par des circuits électrochimiques totalement automatiques et préhistoriques. Tous deux danseurs, Rob et Sarah, sont en couple depuis plus d'1 an. Et les travaux de la scientifique leur donnent bon espoir. Dans le cerveau des couples heureux, Hélène Fischer a découvert que les centres de récompense étaient encore très actifs, même au bout de 20 ans de vie commune. Mais pourquoi tombons-nous amoureux de certaines personnes et pas d'autres ? Pour le savoir, Hélène Fischer a interrogé 28 000 personnes. Et l'anthropologue en est aujourd'hui convaincu. Il existe 4 types de cerveaux dont les caractéristiques dépendent du niveau d'hormones présent dans nos têtes. Les aventuriers, dirigés par la dopamine, et les casaniers, gouvernés par la sérotonine, s'éprennent de partenaires du même type qu'eux. Les décideurs, pilotés par la testostérone, tombent en revanche amoureux de négociateurs conduits par les estrogènes, et inversement. Mais nous n'en sommes pas conscients. Dans notre cerveau, des tas de processus inconscients sont responsables du fait que nous sommes automatiquement attirés par telle ou telle personne. Leurs vêtements nous renseignent sur leur classe sociale et leur niveau d'études. Leur énergie transparaît dans leur façon de bouger, leur attitude corporelle, et même les traits de leur visage trahissent leur niveau de testostérone et d'estrogène. Autant d'informations que notre cerveau traite de manière inconsciente. Notre cerveau prend des décisions bien avant qu'elles frappent à notre conscience. Mais en combien de secondes exactement ? C'est ce que John Dylan Haynes tente de déterminer. Dans son laboratoire de Berlin, il analyse les décisions humaines grâce à un tomographe à résonance magnétique. Dans chaque zone où des neurones sont activés, la consommation d'oxygène augmente. Le tomographe permet de visualiser quelle zone s'active et à quel moment. Comme toutes les personnes testées, Martha va devoir faire une chose très simple. Je vais vous demander d'appuyer sur le bouton gauche ou le bouton droit, spontanément, au moment où vous le souhaitez. En laboratoire, nos décisions et donc notre libre arbitre sont réduits à une simple pression sur un bouton pour rendre visibles les modèles d'activité de notre cerveau. Une pensée aussi simple que celle-là fait déjà s'activer des millions de cellules nerveuses. Presser sur un bouton, c'est encore observable. Mais le résultat de tous les tests pratiqués est étonnant. Nous avons découvert que l'activité cérébrale montre quel choix la personne va faire 7 à 10 secondes avant la décision consciente. Il semblerait donc que notre cerveau programme à l'avance la décision et qu'au moment où soi-même on a le sentiment de décider, les jeux sont déjà faits. Au quotidien, nous ne remarquons pas tout ce que notre cerveau décide sans nous consulter. Car notre conscience ne peut pas détecter les influences inconscientes. Elle peut tout au plus y opposer sa réflexion après coup. Que ce soit pour choisir nos vêtements ou un partenaire, nos circuits électrochimiques totalement automatiques ont déjà décidé bien avant que nous commencions à réfléchir au problème. Vous venez de bâiller ?
Le bâillement est contagieux, c'est un réflexe inconscient. Plus on imite le bâillement facilement, plus on ressent de l'empathie envers les autres. On lit des émotions dans chaque geste, sur tous les visages. Mais on ne sait pas ce qui pousse Jake et Martha l'un vers l'autre. Chez les personnes amoureuses, nous avons détecté de l'activité dans le noyau accumbens, une sorte de petite usine à hormones qui joue également un rôle dans les comportements d'addiction intense. J'ai toujours su que l'amour était une drogue, merveilleuse quand tout va bien, terrible quand cela se passe mal. Jetzt hast du keine Lust mehr. Sprichst es an und dann wird's wieder unter den Tisch gefegt. Machst du auch ständig. Ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Ach, keinen Bock mehr drauf. Ja, geh. Ja, dann schweigst doch wieder unter den Teppich. Was ist denn dein eigentliches Problem? Muss es jeder mitkriegen? Muss es jeder hier hören? Zieh ich dir einfach das. Même lorsque nous nous disputons avec la personne que nous aimons, des circuits inconscients sont actifs et enveniment le conflit, alimenté par les paramètres improbables. Quelquefois, les arguments sont moins importants que les chaises sur lesquelles on est assis. Inversement, il suffit parfois d'une gorgée de thé chaud pour désamorcer une dispute, ou d'un éclat de rire. Car nous rions non pas parce que nous trouvons les autres drôles, nous rions parce que cela nous rapproche. Nos cerveaux ont ri bien avant que nous sachions parler. Et aujourd'hui encore, nous réagissons étonnamment bien au rire. Quand le soir vous essayez d'inventer une histoire pour votre fille, certes vous y réfléchissez consciemment, mais en fait les idées vous viennent à l'esprit comme ça, au fur et à mesure. Vous pensez faire une expérience consciente, avoir le contrôle de vos idées. Mais si vous êtes honnête, vous devez reconnaître que la plupart d'entre elles ne font que transiter par votre conscience. Voilà pourquoi, pour moi, la question intéressante n'est pas de savoir ce qui est conscient et ce qui est inconscient, mais quels sont les processus qui aident notre cerveau à prendre les bonnes décisions. Dans son laboratoire de Pasadena, Antonio Rangel cherche à savoir pourquoi nous achetons ce que nous achetons. Et pourquoi nos cerveaux ressentent du plaisir quand nous mangeons ou buvons quelque chose. À l'aide d'un tuyau en plastique, il fait ingurgiter du vin à des volontaires placés dans un scanner. Rangel leur propose toujours le même vin, du Cabernet Sauvignon. Mais à chaque dégustation, le prix est annoncé au testeur. Tantôt $90, tantôt $10. Lorsqu'il est annoncé à $90, le Cabernet fait s'activer une zone bien précise du cortex cérébral, alors qu'à $10, il ne se passe pas grand-chose. Notre conscience prend acte du prix du vin, ce qui influence notre goût indépendamment de la qualité du breuvage. Quels enseignements les entreprises de l'agroalimentaire peuvent-elles tirer de ces tests? Qu'elles doivent faire attention à bien fixer leur prix. Car ils influencent non seulement l'acte d'achat, mais également la suite. Si le consommateur rachètera le produit, quel goût et préférence il va développer? Mais ce que notre étude montre avant tout, c'est que tout cela n'est pas une illusion. Notre cerveau ressent effectivement plus de plaisir quand il pense que nous sommes en train de boire un bon vin. Difficile à admettre, et pourtant, nous ne faisons pas nos courses de façon consciente. Un exemple, pourquoi les fruits et légumes sont-ils toujours placés juste à l'entrée d'un supermarché? Parce qu'avoir des aliments sains dans notre chariot calme les troubles faits qui peuplent notre cerveau, et qu'ensuite on achète des produits moins diététiques en toute bonne conscience.
Quel que soit le contenu de notre chariot, notre cerveau en a déjà débattu avec lui-même bien avant de donner la parole à la conscience. Le noyau accumbens, qui fabrique mais aussi garde en mémoire toutes les sensations agréables, montre par une activité accrue que ces gaufres lui plairaient bien. Il sait que nous aimons le sucre et submerge notre cerveau de dopamine. Résultat, on prend les gaufres. Également appelé cortex insulaire, l'insula joue le rôle de trouble-fête à chaque fois que nous nous rendons au supermarché. Sans que nous puissions la contrôler, elle s'active quand nous sentons quelque chose de pourri, lorsque nous entendons une blague de mauvais goût, que l'on voit quelque chose de dégoûtant ou un prix trop élevé. Or, lorsqu'elle s'active, pour quelque raison que ce soit, nous n'achetons rien. Plus notre noyau accumbens est excité, plus nos chariots se remplissent. Si l'insula prend le dessus, en revanche, rien ne nous fait envie. Dans un cas comme dans l'autre, nous ne nous décidons pas de façon rationnelle. Nous écoutons juste notre voix intérieure. Au final, celui qui l'emporte est celui qui crie le plus fort dans nos têtes. Et le volume de cette voix-là est congénital. Les cigales ne sont pas moins raisonnables que les fourmis. Elles suivent tout simplement un autre circuit inconscient. Mais cela a aussi de bons côtés. Sans cela, faire les courses nous prendrait des heures, faute de pouvoir nous décider. Sur le plan de l'évolution, cela n'a pas grand intérêt de réfléchir longuement à tout et de trouver de nouvelles solutions. Pour tout ce qui concerne la vie quotidienne, il vaut mieux être rapide. La meilleure chose à faire, c'est peut-être de prendre sa décision et ensuite de réfléchir de nouveau au problème le lendemain ou dans un autre environnement. En tout cas, quelque part où les influences seront différentes. Si vous prenez la même décision une fois, 2 fois de suite, alors vous pouvez être assez sûr que c'est la bonne. Mais il peut arriver que dans une autre situation, vous ne ressentiez pas la même chose parce que vous serez influencé par d'autres facteurs. Mais si vous prenez la même décision 2 fois de suite dans des contextes différents, alors vous pouvez la considérer comme plutôt fiable. Impossible de savoir si Martha et Jake seront heureux ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Ce sont des personnages de fiction. Mais même inventée, leur histoire a déjà laissé des traces dans votre tête. Juste parce que votre cerveau a décidé de regarder ce documentaire jusqu'au bout. Chez vous aussi, de nouvelles connexions viennent de se former. Car notre cerveau change au fil des expériences que nous faisons. Et si votre cerveau a trouvé ce film intéressant, alors, un jour ou l'autre, il vous fera vous souvenir de Martha et Jake.